Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talk, l'émission qui donne la parole à ceux qui utilisent vraiment Bitcoin et les crypto-monnaies au quotidien. Sky Talk vous est proposé par Sky Wallet, une entreprise située à Saint-Quentin en Yvelines, d'où le Sky, qui accompagne les entreprises, les commerçants, les indépendants, les entrepreneurs qui souhaitent proposer Bitcoin et les crypto-monnaies comme moyen de paiement à leurs clients. On propose un accompagnement qui va le choix de la solution technique, de la meilleure solution adaptée aux besoins du client, l'intégration de cette solution, donc son installation, et on accompagne aussi en post-déploiement sur le support, mais également on aide le commerçant à mieux communiquer vers ses clients pour atteindre les personnes qui souhaitent payer en Bitcoin et en crypto-monnaie pour que son retour sur investissement soit le plus optimisé possible. Dans SkyTalk, on échange avec ceux qui sont passés de la théorie à la pratique, des entrepreneurs, des commerçants, des innovateurs, des avant-gardistes qui proposent ce moyen de paiement à leurs innovants, à leurs clients, mais également toutes les personnes qui œuvrent pour que cela soit possible. Donc aujourd'hui, on accueille un invité et non pas des moindres qui s'appelle Sabi. Je vais laisser Sabi se présenter en détail, mais sachez que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et il va vous présenter son parcours dans quelques minutes avant que je le bombarde de questions. Donc, on va faire entrer Sabi. Hop. Salut Sabi. Salut Elodie, bonsoir à tous. Comment ça va Sabi aujourd'hui? Ça va comme d'habitude, hein. On est là, hein, on s'y cale, on est en train de réfléchir. Tout évolue à 100%, à 200%. C'est pas facile, mais on est là, on y tient. Super. Bon, en tout cas, Sabi, déjà, je te remercie pour ta disponibilité, pour le temps en fait que tu m'accordes aujourd'hui pour ce Sky Talk. Donc, moi, j'ai envie de faire découvrir à mes auditeurs ton parcours parce que je le trouve trop impressionnant. Avant que je commence à te poser des questions sur ton entreprise, CryptaPay, etc., est-ce que tu peux te présenter, donc nous expliquer, Sabi, quel est ton parcours pour arriver aujourd'hui jusqu'à être fondateur de CryptaPay? Merci beaucoup, merci Elodie pour aussi cette opportunité. Il faut dire que c'est une très très belle opportunité pour moi d'être là et d'être questionné. À l'état civil, hein, Sabi Yarusika Urungobi, je suis, comme tout le monde le dit, crypto enthousiaste en gros de tout ce qui est solution de paiement. Je suis aussi le CEO et co-fondeur de CryptaPay depuis 2022. Voilà. Et j'évolue dans l'écosystème blockchain béninois. Je vis beaucoup plus à Parakou, entre Cotonou et Parakou. Mais aussi, hein, je voyage un peu, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, pour aller rencontrer d'autres personnes, pour aller rencontrer d'autres amoureux de blockchain et crypto-monnaie. Voilà qui est Sabi. Voilà ce que je fais. Voilà. Merci Sabi pour cette présentation. Je la trouve très très modeste parce que tu nous as pas raconté ce que tu es passé chez Binance, que tu œuvres beaucoup en fait pour démocratiser aussi la technologie blockchain via Et effectivement, voilà, c'est ça. ouais. Tu sais, on fait partie, hein, comme je le dis, hein, je dis toujours hein, des durs. On fait partie des durs parce que à notre place, d'autres auraient abandonné, mais nous, on n'a pas abandonné. On a creusé, on a trouvé. Et aujourd'hui, on est fiers quand même d'apporter. Voilà. On est fiers d'apporter hein, et cette lumière à l'Afrique. On est fiers d'apporter ces solutions pour l'Afrique. Et aujourd'hui, hein, on est en train de changer vraiment l'écosystème. Il faut dire que hein, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui 2025, ça fait déjà pratiquement 8 ans. 8 ans que je suis tombé sur ce domaine. 8 ans que j'apprends et que je continue d'apprendre avec beaucoup d'embûches. Et 3 ans déjà que j'ai fondé CryptaPay, une solution inclusive et une solution financière pour l'inclusion financière en Afrique francophone et voilà, avec les autres parties du monde. Merci Sabi. On va revenir hein, à CryptaPay pour en parler en détail parce que moi je suis très curieuse en fait. C'est vrai que je te suis depuis un petit moment. On fait partie tous les deux de l'association
10 000 codeurs. Mais j'ai envie de savoir justement, c'est pour ça que je t'ai demandé sur ce SkyTalk, de savoir vraiment en fait le cœur de CryptaPay, le pourquoi de CryptaPay, quelles sont les problématiques que tu résous. Mais avant d'arriver à là, j'aimerais que tu me parles de ton passage quand même chez Binance, qui est quand même, on va dire, un gros acteur de l'écosystème crypto. Donc, comment en fait on se fait embaucher chez Binance depuis l'Afrique? Effectivement, il faut le dire, hein, mon parcours dans ce domaine a été vraiment un coup de chance, mais aussi un coup de témérité. Parce qu'en 2017, comme tout jeune en Africain qui est ambitieux, il tombe amoureux quand même de beaucoup plus de l'argent. Il se dit qu'il faudrait que je me fasse de l'argent. Parce que quand il a un boulot et que le boulot ne donne pas, il essaye quand même d'arrondir ce qu'on appelle les fins du mois. Et dans ce cas, j'ai connu ce qu'on appelle les investissements en ligne. Les investissements en ligne, ce qu'on appelle le High Yield Investment Programme. En 2017, je suis rentré dedans. Le salaire, on investissait, on trouvait de l'argent. On se dit qu'on va se faire des X2 avec des retours par jour. Mais il s'est fait que, en moindre, les mois qui ont suivi, j'ai connu des pertes, des millions. Il y a 3 millions que j'ai perdu. Ça m'a vraiment fait mal parce qu'à un moment donné, on nous demandait de investir en Bitcoin et il fallait créer ce qu'on appelle un portefeuille sur Bitcoin, sur Bitcoin.com, un portefeuille. Et il fallait commander directement, on ne pouvait même pas acheter sur le marché. Il fallait commander vers des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, c'est-à-dire que convertir son argent en CEDI, convertir l'argent soit okay, et faire des commandes. Et là, ça devenait très, très difficile. J'ai perdu tout l'argent. À un moment donné, j'ai essayé de dire, mais comment récupérer cet argent? C'est là que le Bitcoin m'a intéressé. Et on m'a dit, mais quelle monnaie, voilà. Et c'est là que j'ai compris que le pourquoi on nous demandait d'investir en Bitcoin. Parce qu'ils savaient qu'une fois que la transaction était signée, il était impossible de récupérer. Ouais. C'était fini. Donc, ça veut dire qu'ils ont une garantie. Et aussi, l'anonymat leur permettait aussi de ne pas être trop, voilà, de ne pas être trop repéré et tout ça là. Et là, j'ai commencé à dire, mais comment voilà. Les gens qui feraient transférer l'argent en fait, au Nigeria et tout ça. Les outils n'existaient pas encore. Voilà. Ah oui, donc l'argent qui transférait effectivement, au Nigeria, effectivement, voilà un peu. Donc, c'était... Vraiment, c'est ça. C'est bien ça. Et c'est comme ça, hein, à un moment donné, j'ai connu le processus. Et à un moment donné, je suis devenu leader. Parce que quand on dit leader dans le domaine, c'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens m'appellent leader, c'est un mot que j'ai toujours détesté et je continue de détester qu'on m'appelle leader. Ça réveille encore en moi encore le passé, encore ce passé douloureux. Ouais. Je suis devenu leader et quand on dit leader, ça veut dire que tu conduis les autres à l'abattoir. Donc, quand c'est l'investissement programme sortait, on était les premiers à les repérer. Et on avait une communauté, il fallait en parler pour dire, ouais, il y a un autre produit qui est sorti, faites vite, allez investir. Mais nous, en arrière, on avait déjà des âges, on gagnait et tout ça. Mais jusqu'à un jour, en 2018, un frère à moi, proche, est allé investir dans un high-end investment. Il a vendu quelque chose de 12 millions pour aller investir dans ce truc dont je ne savais pas dit. 12 millions, wow. Il dit, mon jeune frère, j'ai investi, il y a un truc que j'ai vu sur ton profil. Bon, je ne t'ai pas demandé, mais j'ai investi dans 12 millions. Mais depuis hier, je n'arrive plus à merde. Ce remords, ça m'a tapé sur le système que je me suis dit, il fallait que je quitte ce domaine. Et c'est comme ça que j'ai quitté. J'ai quitté, donc je suis tombé beaucoup plus amoureux encore, ce qu'on appelle en ce moment 2019, 2020, il fallait beaucoup plus. Hein, il y avait un début de bull run qui commençait. Et on parlait beaucoup plus en ce moment de shitcoin. Hein, les shitcoins étaient là. Les shitcoins et c'est dans ce cadre que je suis Shiba Inu. Je fais partie des investisseurs de Shiba Inu. J'ai investi au départ dans Shiba Inu. Je prends quelque chose de 150 à 200 dollars. Et en 2021, en plein bull run, je me suis retrouvé à quelque chose de 10 000 dollars directement. Et ça a été un coup de déclic pour moi. Ça représentait des millions pour moi. Attends, rappelle-moi, tu avais mis combien au départ? 150.
Et puis $150, hein, $150 environ. Et je me suis retrouvé à 10 000. Ça veut dire que fois 1000. Oui, fois Investir 1000. 100 000 francs. Ouais. Investir 100 000 francs et se retrouver à quelque chose de 6 millions, 7 millions. Donc, c'est comme ça. C'est vrai. Au départ, j'ai vendu la moitié. Ouais. J'ai vendu la moitié. Mais tu sais que celui qui est amoureux d'un shitcoin, on dit que qui vit de l'épée périt par l'épée. Hein. Ah, c'est clair, c'est clair. J'ai enlevé la moitié que j'ai pu quand même sécuriser, mais l'autre moitié, je croyais encore hein, que ça allait marcher. Et il y avait aussi d'autres shitcoins qui sortaient, qu'on t'appelait Saitama, des petits trucs là. J'ai investi plus de millions dedans. Je me dis, mais oui, pour le moment, ça va exploser. Ça va continuer, ça va tout le monde pour toujours. Et là, rebelote. J'ai espéré, j'ai perdu peut-être, malheureusement, j'ai perdu hein, la moitié, j'ai perdu plus de 3/4 de ce qu'il y avait dedans. Et c'est comme ça. Wow. En septembre 2021, j'ai fait la connaissance de Karine Dikambi, l'ancienne directrice, que je salue au passage, directrice de Binance Afrique francophone. Et j'ai voulu quand même beaucoup plus éduquer parce que les différents cheminements que j'ai faits m'ont amené quand même à trébucher et à me relever. Et c'est comme ça que je suis devenu ce qu'on appelle un Binance Angel. Les Binance Angels, ce sont des personnes qui justement, ont des bénévoles de Binance qui font l'éducation. Hein? On éduque, on organise ce qu'on appelle des masterclass et c'était pour moi un moyen d'apporter ce qu'on appelle des ressources et de la matière aussi à des jeunes frères. Donc, on organisait des masterclass, on organisait, et là, Binance a financé ce qu'on appelle en quelque sorte notre formation. Et donc, vous donnez des cours dans des universités, etc. Mais au-delà de tout aussi, Binance, les cours de master, hein, les cours en ligne, pour devenir expert blockchain, Binance les finançait pour les Binance Angel. Et ça devenait gratuit pour nous. Mais du coup, Binance, lui, paye. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire un master à Fondeuse, où j'ai eu un master en blockchain et Web3 en 2022. J'ai continué quand même aussi dans ce cadre avec le master. Après le master, j'ai pu faire tout ce qui est découvrir, par exemple, comprendre tout ce qui est monnaie électronique avec Digital Asset and Blockchain Industry que j'ai fait à Fukuoka en 2023. J'ai fait Blockchain and P2P Fondamental, qui est aussi une formation à European Business Institute of Luxembourg, que j'ai fait en 2023 aussi. Et j'ai fait quand même une trentaine, je crois, de petites formations, de masterclass. Et en 2023, dans les universités du Bénin, j'ai quand même eu à organiser ce qu'on appelle une cinquantaine de masterclass dans les universités du Bénin. Et aussi en ligne, parce qu'il fallait éduquer. Et quand il fallait éduquer, il fallait aller à la recherche de l'information. Oui. Et donc, l'éducation qu'on donnait, j'avais organisé aussi en ligne plus de 200 masterclass entre 2022, 2023, 2024. Donc, ce qui m'a permis beaucoup plus de connaître l'environnement immédiat. Et en 2022 aussi, j'avais aussi commencé un parcours d'entrepreneuriat parce qu'il y avait aussi, lorsqu'on est conscient qu'on est dans un domaine avec une conscience, on essaie quand même d'apporter des solutions parce qu'en ce moment, les marchands de Binance aussi, il y avait assez de problèmes dans l'achat des stablecoins, dans la vente des stablecoins, des cadenas courantes, et il fallait trouver une solution. Et depuis 2022, j'ai essayé de fonder aussi CryptoPay avec d'autres acteurs. Voilà. Donc voilà un peu mon petit parcours que j'essaie quand même. Je continue encore parce que, comme je l'ai dit, en 2025, j'ai intégré 10 000 codeurs, apporter ce qu'on m'appelle beaucoup plus à des jeunes d'étudiants et à une communauté qui est dynamique. Et pourquoi pas rencontrer des personnes aussi comme Elodie. Ça, je l'avoue, Elodie fait partie aussi des pionnières, hein, que ce soit dans la zone Europe, tout. Elle a quand même, dès le premier contact, ça a été le déclic le plus formel que j'ai eu. C'était vraiment, ma place était là. Évoluer auprès des personnes qui sont là, des personnes qui connaissent dans lequel on investit. Aujourd'hui, je continue ce parcours, voilà, avec actuellement un projet que j'ai en cours au Bénin, que je suis en train de mener aussi dans 15 universités. Donc, l'université Blockchain Tour qui est là. Et je crois même qu'après demain aussi, hein, j'ai un autre masterclass que
qui sera organisé à Ouaga. Donc, je m'y rends déjà. Donc, ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus engagé, autre dans l'entrepreneuriat, mais beaucoup plus dans l'éducation, dans la zone de l'Afrique francophone. Voilà. Ça, reprise de l'enregistrement. Donc, il y a eu un petit souci technique. Donc, on repart. Donc, Sabi, tu nous parlais de CryptaPay. Donc, quelles sont les problématiques que CryptaPay résout et comment tu arrives à mettre en place cette solution? En fait, j'ai constaté comment m'est venue l'idée de CryptaPay. Il s'est fait qu'en 2022, j'ai fait un voyage sur le Sénégal où je devais rencontrer qui? Champek Zhao. Et quand on dit Champek Zhao, on parle du CEO quand même de CryptaPay. Champek Zhao qui est aujourd'hui, hein, quand on parle de l'écosystème blockchain, il fait partie des pionniers. Et lors de la discussion qu'on a faite, c'était à Dakar. Il disait on était 5 Binance Angel, il disait, mais vous, en tant que Binance, comment vous vous voyez dans 2 ans, dans 3 ans? Et nous, déjà, je suis excité devant quelqu'un de si grand. On se disait, ah ouais, bon, d'ici ce temps, ma vision, c'est beaucoup plus d'intégrer l'équipe Binance et d'être. À la fin, il nous déçoit, il dit, mais vous voulez travailler pour Binance, mais vous ne pensez pas à votre pays? Vous ne pensez pas à votre continent? Vous ne savez pas que vous, en tant que jeune, vous pouvez innover? Et là, j'ai dit, waouh. On en a reçu directement, hein, c'est qu'il est en train de nous prouver qu'au fait, qu'on ne tape pas la bonne porte. Il fallait qu'on passe des trucs. Et c'est là que c'est venu l'idée de CryptaPay, parce qu'au retour, il y avait des marchands au Bénin qui avaient des problèmes. C'est-à-dire que c'est quoi ce qu'on appelle des cas d'arnaque. Lorsqu'on vend des USDT, il fallait recevoir l'argent sur Mobile Money. Le Mobile Money, on faisait des rappels de fonds. Et du coup, le marchand perdait son argent. Ou soit on envoyait des fausses captures de paiement qui devenaient aussi assez banalement. Et il y avait aussi des cas d'arnaque triangulaire où quelqu'un qui est en Afrique, qui est même en Europe, contacte un autre en Afrique et lui dit, ouais, je te propose un business. Voilà, ce business, ce que tu vas faire, je suis en mesure de te rendre millionnaire. Il suffit d'investir 100 000 francs, ces 100 000 francs vont te rendre millionnaire. Il le convainc pendant 3 jours et lui dit maintenant, un représentant au Bénin, tu peux déposer l'argent à un représentant au Bénin, moi je vais t'aider. Mais en quelque sorte, il va sur Binance, il place un ordre de 100 000, il récupère le numéro du marchand qui vient donner à son investisseur pour lui dire paye, c'est mon représentant au Bénin. Et quand le gars paye, l'autre il disparaît avec l'argent. Mais après, celui qui a investi, quand il ne trouve plus son argent, il est obligé d'aller voir. Quand il va, on lui dit, ouais. Le marchand lui dit, mais moi c'est quelle personne qui a mis des ordres? Et en ce moment, quand la personne ne comprend pas, il convoque le marchand au commissariat. Et rebelote, ça devient un problème pour lui. Parce qu'il fallait d'abord qu'il puisse justifier l'activité qu'il fait, qui n'a pas une base juridique. Et ça devenait un problème. Et c'est dans un cas, j'ai dit, mais il faudrait qu'on puisse mettre un service d'escroc local qui permettrait beaucoup plus de sécuriser en utilisant ce qu'on appelle les agrégateurs financiers. Parce que les agrégateurs financiers, c'est des gens, eux, ils ont l'agrément de l'État, ils ont l'agrément de la BCAO. Ça veut dire que chez eux, quand tu déposes de l'argent, il te sera difficile de retirer cet argent ou bien même de faire des fausses captures d'écran. Et de deux encore. Parce que c'est réglementé. Voilà. Avant de pouvoir t'inscrire sur CryptaPay, il faut avoir un numéro local. Il faut avoir une identité locale. En fait, il faut être béni en fait, du pays dans lequel tu es. Donc, ça devenait un peu beaucoup plus difficile à quelqu'un qui n'est pas de la zone. Donc, et il fallait aussi, parce qu'il fallait s'inscrire avec un numéro, et le numéro que vous devez vous inscrire doit être en concordance avec votre KYC. Donc, ça limitait un peu ce qu'on appelle aussi les dégâts. Et c'est comme ça l'idée de CryptaPay est née. On a essayé de lancer, d'aller, mais à un moment donné, on avait vu qu'il y avait un petit problème qui se passait parce que lorsqu'on rajoute les frais les agrégateurs financiers facturaient 1,5%. Du coup, ça fait déjà environ 10 francs sur les USDT, ça devenait un peu difficile. Et c'est comme ça qu'on a essayé de tisser des partenariats. Qui facturait en fait les 1,5? C'était les Binance Pay? C'est l'agrégateur qui facturait. Okay. Parce qu'il fallait qu'il sécurise, il fallait faire un dépôt directement et il facturait directement. Et donc, en fait, ça remontait le prix, ce qu'il fallait qu'il y avait une forte concurrence et tout. Et en fin 2023, avec mon cofondateur, je dis qu'on va trouver une solution. On va mettre en place nos agrégateurs financiers, notre agrégateur directement et y aller. Et courant 2024, il y avait des étudiants qui devaient faire ce qu'on appelle des paiements en France et pour leurs frais de scolarité parce que quand ils devaient passer par d'autres alternatives, c'était difficile.
Et aussi, hein, j'avais aussi un ami qui était au Cameroun à qui on devait envoyer de l'argent. On devait lui envoyer 5 millions. Il dit, Wow. bon, naïf qu'il soit, il donne son compte bancaire. Il dit, bon, fais-moi le dépôt international sur mon compte bancaire. Ah ouais, il a fait 3 mois. Voilà, Il a j'imagine fait bien, 3 mois j'imagine bien. pour retrouver l'argent. 3 mois. Ouais, 3 mois pour C'est retrouver l'argent. énorme. C'est énorme. Non seulement il en a perdu parce que ça lui a coûté quelque chose de 10% environ de frais. Ouais, déjà. Et je dis, mais on pouvait utiliser hein, ma méthode pour pouvoir y aller. Et c'est comme ça, depuis 2024, on a commencé par utiliser maintenant cette solution pour beaucoup plus aider à payer les factures. C'est-à-dire que c'est quoi quelqu'un qui est au Bénin, qui veut payer une facture au Cameroun, à l'aide des stablecoins, on le fait directement avec des partenariats. Voilà. Donc, ça permettra de gérer ce problème de remittance. Et on est aussi avec le grand Nigeria, le Ghana qui est à côté. Donc, on a essayé, à un moment donné, en 2025, d'excentrer ces troupes. Donc, aujourd'hui, même dans la zone ZOF, supposons le cas CFA, Afrique de l'Ouest, envoyer de l'argent du Bénin vers la Côte d'Ivoire, c'est impossible, malgré qu'on utilise la même monnaie. Vous ne pouvez pas envoyer plus de 2 millions et les 2 millions, vous l'envoyez, on vous facture 1,5% de frais. Ça veut dire quoi? C'est énorme. Mais avec des solutions pour taper à moins de 1% de frais, tu as déjà géré ce problème assez rapidement. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé de mettre CryptoPay, hein, permettant des solutions de paiement de factures directes. Voilà. Et aussi des approvisionnements, parce qu'il y a des entreprises qui, eux, ils ont besoin de ce qu'on appelle de l'approvisionnement en stablecoin. Malheureusement, dans la zone d'Afrique francophone, il n'y en a pas. Donc, il fallait les aider aussi à payer en proposant ce qu'on appelle des solutions disponibles, parce que la plupart des agrégateurs financiers, des agrégateurs OTC qu'on a, ils sont des solutions bancaires. C'est-à-dire que c'est quoi? Le client doit aller déposer l'argent à la banque, de la banque faire un transfert vers le compte bancaire de l'autre. Ça devenait vraiment périlleux. Et nous, on essaie aujourd'hui de faciliter en utilisant beaucoup plus des moyens mobile money marchands et au même frais que ces gens-là. Et aujourd'hui, on fait quand même des transactions jusqu'à 5 millions de transactions par mois, 5 millions de dollars de transactions par mois à CryptoPay. Et on est en train d'évoluer actuellement, on est en train de construire ce qu'on appelle un portefeuille tout complet, un portefeuille fiat, Web3 et échange. C'est-à-dire que c'est quoi? Il y aura un portefeuille direct où les gens peuvent recharger leur compte et voyager, peu importe le pays. C'est-à-dire que je suis au Bénin, j'ai envie d'aller, je vais en Côte d'Ivoire, je recharge mon compte, 5 millions, 10 millions. Arrivé en Côte d'Ivoire, non, même en France, c'est facile, simple d'abord. Qu'on ne met même pas les cryptos. Qu'on ne met même pas les cryptos. Il charge son portable, il met 5 millions dans son portable, son portefeuille, CryptoPay. Et arrivé en Côte d'Ivoire, il peut le retirer directement sans aucun frais accessoire direct. Voilà. Et ça veut dire qu'il peut voyager sans frais. Pour les gens aussi qui voyagent dans la sous-région comme le Ghana, le Nigeria, ils peuvent se recharger leur compte, le convertir le truc en Naira ou bien en CEDI. Et là, directement, arrivé au Nigeria, il peut le retirer et l'utiliser directement. Voilà. Et aussi, hein, des gens qui sont au Nigeria qui veulent envoyer, par exemple, de l'argent, moins de 2 millions, il peut échanger directement son Naira contre le franc CFA et envoyer le portefeuille CryptoPay à un autre portefeuille CryptoPay vers le Bénin directement. Et d'un autre côté aussi, on a mis un portefeuille Web3, c'est pour dire quoi? Les gens qui veulent, ont envie de stocker, qui ont envie d'avoir ces cryptos à vue. Donc, il y aura un portefeuille Web3 qui permettra de vous générer ce qu'on appelle votre clé privée. Vous avez accès à votre portefeuille, vous pouvez stocker vos USDT comme vous voulez, parce qu'on n'a pas envie d'être ce qu'on appelle un central exchange, comme les gens sont en train de le craindre. Ça veut dire que le portefeuille est intégré. On met aussi en place ce qu'on appelle, dans le même temps, on intègre maintenant notre application P2P qu'on avait fait, un marché libre où les gens verront acheter et revendre sans pour autant imposer de prix. Ça veut dire quoi? Les marchands seront là. Le marchand dit oui, aujourd'hui, je rachète les USDT à 610, je les revends à 615. Et moi, j'ai de l'argent dans mon portefeuille USDT, je peux aller directement sur le marché Web3 et P2P, le revendre et directement ce solde revient dans mon portefeuille CryptoPay Fiat que je peux retirer directement vers mon. Voilà. Et une troisième partie, le swap aussi, une solution de swap, parce qu'on va mettre en place ce qu'on appelle un truc où les gens, au lieu d'aller sur le marché de P2P, ils peuvent aller directement swapper ce qu'on appelle les stablecoins directement contre le fiat et on l'obtenir directement. On va mettre en place voilà, une rampe d'accès. Voilà, les plateformes de ramp-up.
Ça, franchement, Voilà. c'est huge. Ouais. Et on va mettre aussi, on va mettre aussi des sexes, dans des DEX directement, mais nos DEX seront limités parce qu'on on va pas mettre en danger ce qu'on appelle, qu'on m'excuse, hein, on va limiter, on va pas mettre tous les réseaux ni tous les crypto-monnaies. Non, non, non. On va essayer de construire un portefeuille où il y aura que des. En fait, même avant de lister une monnaie, il y aura quand même un sondage du réseau et tout ça là. Ça permettra aux gens aussi d'échanger, de faire du DEX directement. Donc, c'est un portefeuille complet. Et les entreprises, par exemple, peuvent faire le KYB et devenir vendeur, acheter directement, avoir accès directement à notre service d'OTC. C'est-à-dire que je veux m'approvisionner en USDT, le prix du jour est là. Je paye CryptoPay, me paye 5 000. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train de construire et je crois qu'on a déjà fini. Hier, le design, la maquette du design a été livrée. Donc, on est en train d'évoluer très bientôt. Ouais. Waouh, Ça sera. c'est énorme en fait parce que tout ce que tu fais, ça reflète en fait ce que CZ en fait t'a dit quand tu l'as rencontré du coup. C'est que qu'est-ce que tu fais en fait au quotidien pour ton pays? Et là en fait justement tu es en train de faire quelque chose de grand, tu es en train de rapporter en fait toute la finance décentralisée, bah, le fait de pouvoir accéder en fait à des services autour de la blockchain finalement parce que ce qui se cache derrière et qui permet ces frais, arrête-moi si je me trompe, hein, qui permet ces frais bas, le fait de ce côté transfrontalier, c'est la technologie blockchain en fait mis en application qui fait que en fait on peut profiter de tous ces services et toi tu fais en sorte que ça soit masqué dans une application simple pour que le commerçant en fait les entreprises tous les jours en fait l'utilisent et ça c'est vraiment énorme quoi. J'avais même pas conscience qu'il y avait tout ça aussi dans ta roadmap et tout ça de pouvoir avoir des DEX, de permettre une plateforme de ramp-up parce que je me posais pas mal de questions et puis je voulais te poser aussi cette question en fait de savoir, mais beaucoup en fait dans leur discours sur Bitcoin ou les cryptos disent oui, mais souvent en Europe vous vous rendez pas compte, mais en Afrique il y a des gens bah, qui ont leur monnaie qui est dévaluée, les cryptos c'est une bonne chose pour eux, notamment les stablecoins ou même Bitcoin en fait changent leur vie au quotidien. Et je me suis posé la question, mais je fais mais c'est bien beau tout ça en théorie, mais comment les gens font pour accéder en fait à tout ça? Parce que bah, un portefeuille, ça peut être compliqué à gérer. Et puis il faut déjà avoir un peu d'argent en fait pour pouvoir investir en Bitcoin. Il faut comprendre comment le faire sans se faire arnaquer. Tu as évoqué plein de cas d'arnaque, donc tous les jours les gens ils sont de plus en plus ingénieux en fait pour tromper les gens. Donc l'accès en fait, que ce soit à Bitcoin ou au stablecoin, c'est pas forcément en fait aussi simple pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et là, tu présentes des solutions pour pouvoir simplifier tout ça. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et ça m'amène une autre question, mais qui utilise en fait la crypto concrètement en fait en Afrique? Quelles sont les catégories de population et pour faire quoi? Ok, et aujourd'hui, hein, je crois que avant, les gens l'utilisaient beaucoup plus, hein, pour l'investissement direct, mais aujourd'hui, la prise de conscience est là. La prise de conscience est là parce qu'aujourd'hui, les transferts transfrontaliers se font beaucoup plus en stablecoin. Et quand vous prenez sur le marché local, les gens aujourd'hui, hein, qu'on le veuille ou non, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qui sont aujourd'hui, hein, en Afrique francophone les plus grands utilisateurs, ils font beaucoup plus de transferts transfrontaliers en stablecoin. Donc, c'est-à-dire que c'est quoi? La personne a envie de commander quelque chose en Chine, il le convertit en stablecoin et il l'achète directement. La personne a envie, par exemple, de payer un fournisseur en Afrique de l'Ouest, il contacte un autre marchand, il dit au marchand, est-ce que tu peux me payer telle personne, tel montant? Et il lui envoie. Moi, par exemple, je gère jusqu'à, pour ce côté entre amis, je gère, hein, jusqu'à 100 à 150 000 par semaine. Ou des demandes de transactions, on dit oui, tu peux me payer 10 millions celui-ci, tu peux me donner 15 millions celui-ci. Même aujourd'hui, hein, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure pour me dire est-ce que tu peux m'aider à payer 10 millions quelqu'un en Côte d'Ivoire? Malheureusement, aujourd'hui, c'est férié. Je lui ai dit bon, aujourd'hui, c'est férié, on ne peut pas le payer. Donc, ça veut dire qu'ils en ont besoin. Ils disent que j'ai quelqu'un, il va te donner 10 millions, il veut me payer, tu peux m'aider à changer les 10 millions là en stablecoin et tu me l'envoies directement parce que lui, déjà, il peut revendre dans son pays et récupérer le franc CFA. Donc, aujourd'hui, il y a cette utilisation-là qui est faite. Ouais. Au-delà de l'investissement aujourd'hui qui est beaucoup plus les stablecoins.
Voilà, les stablecoins. Mais en matière d'investissement, je crois qu'aujourd'hui encore, l'utilité des crypto-monnaies n'est pas encore beaucoup plus connue en Afrique que ce qu'on appelle l'investissement. Ok. L'investissement, beaucoup plus d'investissement. C'est beaucoup plus dans les pays anglophones comme, où l'inflation est assez galopante, comme le Ghana, le Nigeria, Grand Nigeria qui est là, que les gens arrivent quand même à utiliser cette notion de réserve de valeur. Mais encore, chez nous, la plupart des jeunes qui le font, c'est les stablecoins qui sont beaucoup plus utilisés, disons, hein, à 80%. Voilà, c'est les stablecoins qui sont beaucoup plus utilisés. Les 20% représentent ce qu'on appelle les investissements personnels que les gens font. Mais la plupart, c'est quand même pour gratter. Et malheureusement, ils en perdent parce que le FOMO, le foot, sont autant de mots qui gangrènent ces personnes. Pas plus tard qu'hier, il y a un jeune frère qui m'a écrit j'ai investi 200, 300 dollars sur quelque chose. Aujourd'hui, c'est à 150 dollars. Je fais comment? Tu peux m'aider à récupérer l'argent là? Bon. Ouais. Comment? Je comprends qu'ils ne comprennent pas encore leur utilisation formelle, comme j'ai l'habitude de le dire. Ils ne prennent pas encore des solutions. Donc, ça devient quand même un frein. Et voilà dans lequel nous sommes. Il n'y a pas encore une éducation. Et aujourd'hui, on essaie d'apporter cette éducation pour montrer à nos jeunes frères l'autre utilisation qu'on peut en faire des crypto-monnaies. Je crois que d'ici 5 ans, 10 ans, ça va prendre. Ça va prendre et ça permettra beaucoup plus de mettre en place ce qu'on appelle des solutions inclusives, des solutions allant dans ce sens. Et ça permettra, pourquoi pas, d'emmener des CBDC, d'emmener d'autres alternatives, hein, réserves de valeur, d'utiliser pour des transactions, parce que l'Africain ne supporte pas ce qu'on appelle la volatilité beaucoup plus. Et quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. C'est ce qui est un peu un frein aussi à Bitcoin, en fait, on va dire sur le continent, parce que les gens se disent stablecoin, en fait, déjà ils sont habitués, ils savent ce qui est derrière, en fait, c'est une monnaie fiat, en plus le dollar qui est plus fort en fait que les monnaies locales, donc pouvoir faire des échanges en dollars via la technologie blockchain, en fait, c'est, on va dire, ça devient naturel parce que finalement, en fait, c'est simple. On a besoin de pouvoir échanger des choses, même échanger à l'international quand on est une entreprise sur le continent. Donc, les stablecoins, c'est du pain béni. C'est vrai que Bitcoin, en fait, peut être aussi compliqué à appréhender de ce point de vue-là. Donc, le côté réserve de valeur, en fait, que porte Bitcoin peut ne pas être tout de suite bien perçu. Effectivement. Donc si je résume, c'est que les gens utilisent la crypto. Donc, il y a deux catégories d'utilisation. Il y a ceux qui l'utilisent pour la spéculation, mais ils vont aller sur des petites cryptos, en fait, pour pouvoir faire le fameux x1000. Mais des fois, comme tu l'as expliqué, ça peut se finir mal. Pas de points, hein, ça finit mal. Ça finit mal. Ça finit en catastrophe. Ou alors, pour pouvoir échanger en fait sur une monnaie qui est une monnaie internationale, donc le dollar, via les stablecoins. Effectivement. Donc, il y a une utilisation, mais est-ce qu'il y a, au niveau des commerçants, des entreprises, est-ce qu'on commence à avoir une prise de conscience aussi des commerçants qui se disent je vais accepter, par exemple, directement en fait les stablecoins dans mon commerce, ou c'est encore ça met encore du temps à prendre? Ce côté, on n'en parle pas encore beaucoup parce que déjà, il y a eu des alertes négatives que les différents États ont menées, des communiqués. Et aussi, il faut dire, hein, les high-yield investing programmes ne nous arrangent pas parce que dernièrement, il y a déjà en 2 ans, il y a eu beaucoup de problèmes que ça a généré où des gens s'achètent des stablecoins plus d'1 million sur Binance, 2 millions sur Binance et vont investir dans ce genre de plateforme. On leur dit d'investir en USDT. Celui qui ne connaît pas l'utilisation, celui qui ne connaît pas que c'est ces plateformes, il se dit que les crypto-monnaies sont de l'arnaque parce qu'on dit viens investir en crypto. Et dernièrement, l'État, par exemple, au Bénin, a fait sortir ce qu'on appelle des communiqués directement pour essayer d'alerter la population et alerter aussi les jeunes sur l'utilisation et même à un moment donné interdit ce qu'on appelle les rassemblements, l'organisation des événements crypto et tout. Ah ouais, carrément. Donc voilà. Donc, il y a cette peur qui est là, mais on essaie quand même depuis un certain temps avec le concours du ministère du numérique et de la digitalisation
d'organiser des événements. J'en avais, il y a dernièrement, le ministère qui avait organisé quand même au moins 2 forums sur la blockchain au Bénin. Et nous aussi, on essaye, je crois on est en pourparlers avec le gouvernement dans ce sens, le ministère, pour essayer aussi d'aller à l'éducation, comme je l'ai dit, montrer l'utilité des crypto et stablecoins. Et il faut dire aussi, dans une zone économique comme la BCAO où nous sommes, c'est un peu difficile parce que la réglementation, elle est là, c'est vrai. Pas de réglementation, tout est libre, mais la BCAO toujours à l'aide. Pas plus tard même qu'avant-hier, il y a des protocoles qui sont sortis, les protocoles. Voilà, les instructions qui permettent en matière d'utilisation de KYB et de KYC qui sortent à chaque fois et pour alerter aussi. Sinon, pour accepter, je crois que les pays anglophones sont encore beaucoup plus en avant. En Afrique francophone, c'est difficile. Celui qui le fait, il le fait sur tout personnel, hein. Mais à la fin, on se demande combien de personnes il verra quand même pour utiliser ces choses de moyens si les gens ne savent même pas comment créer un portefeuille, comment accéder à un portefeuille. Voilà. Donc, nous, c'est pour ça que vous allez voir, nous, beaucoup plus, on l'utilise quand même pour des solutions alternatives voilà, dans le domaine financier. Parce que pour le moment, l'autre utilisation n'est pas encore très connue. Mais je crois qu'on arrivera à petits pas. Parce que lorsqu'on va commencer par proposer certains services, on va demander aux gens, non, on préfère ci, on préfère ça. Ça va commencer par te prendre. Et déjà même, hein, on est en train d'entrevoir, pourquoi pas, hein, aller avec les partenariats avec les restaurants et créer des restaurants crypto-friendly. Ça permettra quand même de beaucoup plus diriger les gens vers là-bas et cette curiosité permettra d'amener. Et en espérant aussi qu'un cadre réglementaire sera bien mis en place, ça permettra aussi de rassurer tout le monde et de savoir qu'on peut le faire et que les cryptos ont une utilité autre que l'exploitation que les gens s'en font. C'est vrai que la réglementation, beaucoup la décrit. C'est vrai qu'une réglementation asphyxiante, en fait, comme Nika, c'est pas non plus bon. Mais en fait, un cadre réglementaire, ça permet aussi pour moi de favoriser en fait l'innovation et de faire en sorte que les gens se développent sereinement parce qu'il y a la confiance. Une fois que c'est réglementé, voilà, ça crée la confiance. Les gens ils savent que bah, par exemple si je sais pas demain il y a une réglementation et que CryptaPay en fait est réglementé, je préfère aller en fait sur un acteur qui est réglementé plutôt qu'un acteur en fait qui n'a pas un agrément en fait qui pourrait être en place. Donc ça favorise aussi le développement des entreprises. En fait, il faut que ça soit clair. Parce que quand c'est pas clair, bah, ça donne des situations comme on a pu voir aux États-Unis où le régulateur peut se dire bah, demain, toi, tu es en faute, mais je suis en faute par rapport à quoi, on ne sait pas. donc effectivement, un cadre réglementaire, je pense que c'est aussi un des grands défis hein, des années. On l'a vu dernièrement. Comment ouais. Je crois que ça viendra. Hein. Parce que déjà, hein, on est en train de mener directement des luttes internes, des luttes personnelles. On est en train d'élever aussi la voix, de montrer ce qui se fait ailleurs. Et je crois que ça y viendra. On ne va pas trop forcer. J'ai l'habitude de le dire hein, à mes amis bitcoiners qui beaucoup plus se disent ouais, Bitcoin, monnaie légale. Je dis oui, mais on ne cherche pas à remplacer une monnaie par une autre parce que la souveraineté d'un État passe par là. Mais on faudrait quand même qu'il y ait une cohabitation commune. Ça permettra à l'État de se protéger vers un, d'utiliser l'autre quand même pour les moyens courants de transactions et tout. Donc, la cohabitation ensemble, s'accepter, permettra de construire ce qu'on appelle un système financier assez robuste, un système financier varié et un système financier rapide et inclusif et beaucoup plus hein, de guérir les maux, beaucoup de maux dont nous souffrons aujourd'hui qui est connu de tous. Je suis tout à fait en phase sur le fait qu'il doit y avoir une cohabitation. Et puis, il faut prendre aussi le temps d'éduquer les gens et ça ne va pas se faire en fait d'un coup. C'est vrai que ça peut être frustrant une fois que tu as compris Bitcoin, tu as compris la blockchain, etc. De dire, mais oui, mais pourquoi tout le monde n'y va pas tout de suite du jour au lendemain? Effectivement. Mais non. Mais non. Il faut du temps que les gens comprennent. À un moment donné. Voilà. Donc, à un moment donné, j'en avais marre, mais je m'oublie. C'est clair. Du coup, bah, on a parlé en fait de pas mal de choses, des questions que j'avais prévu de te poser, mais on a répondu en fait
en avance. On a parlé de la sécurité, de la régulation, etc. Moi, je voulais savoir ton avis sur l'impact en fait de la blockchain sur les paiements. On en a déjà parlé, hein, le fait que ça les rend rapides, etc. Mais comment tu vois en fait cette industrie du paiement dans quelques années, parce qu'elle est quand même pas mal dominée, hein, par des gros comme Visa, Mastercard, PayPal aussi. Comment tu vois cette industrie du paiement avec la blockchain en fait qui commence à monter en puissance, des gens comme toi et moi qui font beaucoup d'éducation, de vulgarisation en fait sur le sujet. Comment tu vois cette industrie-là dans les années qui viennent? Je crois que c'est déjà là. Hein. En Europe, on verra quand même les grandes banques qui commencent par s'intéresser. Oui, Voilà. General Bank, Visa même, Visa a commencé par s'y mettre. J'ai vu avant-hier hein, Revolut qui essaie de mettre en place ce qu'on appelle Revolut Crypto. C'est pour dire qu'ils ont compris que, au fait, les cryptos deviennent ce qu'on appelle une nécessité. Donc, il faudrait l'intégrer parce qu'ils verront drastiquement leurs frais réduits. ouais. Et il y a la lenteur administrative là qui est en train d'être gérée assez facilement. Et je crois que dans 2 ans, l'Afrique sera encore beaucoup plus gagnant hein, en adoptant ce truc parce que ça permettra quand même de créer ce qu'on appelle une rapidité, une réduction des coûts et beaucoup plus administrativement d'aller assez plus vite. Imagine que j'ai une commande qui est en Chine. Si je devais le faire par le Bénin, je vais d'abord à la banque, je vois ma banque, la banque me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais d'abord demander à la BCAO si elle peut payer en Chine. Le Chinois qui est là-bas, lui, n'achète que le yen. Comment ça va se passer? On dit, mais il faut d'abord dire, ce client-là, il est quoi pour toi? Il y a un protocole assez énorme de due diligence que tu dois signer. Et en ce moment, on dit, OK, attends, je demande à la BCAO. L'ordre est remis à la BCAO, on dit à la BCAO, oui, on a un client, on a fait des vérifications, voilà les papiers qu'il nous a fournis, voilà les preuves qu'il nous a fournis, tu dois payer un client en Chine, comment on va faire, est-ce que tu peux nous aider? La BCAO dit, OK, moi-même je vais étudier à mon niveau, on essaie d'étudier et on valide la transaction. Une fois la transaction validée, alors il faudrait convertir déjà le franc CFA en euros. Et là, les En frais euros, directs. frais directs. De l'euro, il faudrait y aller. L'euro, la plupart en Chine ne prennent pas l'euro. Ils préfèrent beaucoup plus le dollar qu'à l'euro. Donc, le bélote, il faut convertir en Rebelote. dollars. Hop. On convertit en dollars maintenant et en ce moment de dollar, il faut payer directement hein, le client en Chine par le yen. Et quand on prend tout ce parcours, ça prend énormément de temps. Ça peut prendre jusqu'à 1 semaine, 2 semaines. Ça peut aller, par exemple, hein, jusqu'à des frais allant jusqu'à 15-20%. Wow. Pourtant, avec une alternative crypto, la banque demande de payer un client en Chine. La banque directement convertit, hein, parce que déjà sur le marché local, il y a des alternatives de conversion directe dans des stablecoins. La banque acquiert des stablecoins et convertit, il envoie directement au client en Chine, il s'en fout. Ça ne dépassera pas 2 minutes, 5 minutes. Le Oui, client c'est il ça, c'est reçoit son rapide et argent en moins même temps. cher. Moins cher. Mais on s'en fout de la BCAO, on s'en fout de trucs. Hein. On a déjà fait une conversion directe à direct, ça va. Et même le client qui le dit, ouais, mais il n'a pas besoin. Il dit, bon, mon client, lui, il accepte directement les USDT. Je vais chez CryptoPay, j'achète 500 000 USDT, CryptoPay me le vend, mais j'envoie directement mon client en moins de 3 minutes, 5 minutes. Mon client, il reçoit, il fait ma commande, il met sur le bateau, et en moins de 2 semaines, le truc là, ce qui pouvait prendre d'abord même le paiement pour prendre un mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une facilitation qui y sera. Et dans 5 ans aussi, ça sera aussi une manière de réduire ce qu'on appelle hein, tout ce qui est problème administratif. Parce que, comme on le sait, hein, aller s'aligner à la banque, aller faire trucs, c'est difficile. Et accepter directement, ça permettra quand même déjà de réduire ce temps soit peu les problèmes de monnaie, les problèmes d'arnaque, les problèmes de réseau. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, accepter les paiements crypto, accepter les paiements serait aujourd'hui une alternative. Et dans 5 ans, je crois qu'elle s'imposera. Ces paiements, ils s'imposeront beaucoup plus et personne ne peut y passer parce que déjà, le nœud est en train d'être trouvé. Hier, on ne parlait pas de certaines choses, mais aujourd'hui, on en parle. Et ça veut dire qu'il y a la prise de conscience qui est là. Et voilà. Et petit C'est à petit, on pourquoi va on y veut être les arriver. premiers. On veut être les premiers. Ça permettra d'être toujours devant.
C'est clair, bah, parce que souvent c'est comme ça en fait. Celui qui est le premier en fait rafle une grosse partie de la mise. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que Bitcoin domine en fait la capitalisation boursière en fait des cryptos parce que c'était Effectivement. la première, celle que quand on dit crypto en fait on pense directement à Bitcoin. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc même dans toute industrie en fait ceux qui sont là en premier ils gagnent toujours la confiance. Donc, c'est pour ça que je pense que ce soit toi ou moi, en fait, on se dit, faut être là, en fait, sur ce sujet du paiement avec les crypto-monnaies, avec la blockchain, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, en fait, même les grosses institutions, elles n'auront pas le choix que de reconnaître que bah, cette technologie, en fait, elle est beaucoup plus efficiente que les systèmes qu'on a aujourd'hui. Effectivement. Surtout, en fait, pour nos pays Effectivement. comme ça qui sont enclavés au niveau monétaire. C'est tout ça, hein. Ouais, C'est tout ouais, ouais. ça. Le mal est là. Le mal est assez profond. Ça fait mal. Mais Ouais, aujourd'hui, ça je fait crois mal. que ça nous permettra quand même de, voilà, ça nous permettra quand même un temps soit peu de souffler. Et Oui. déjà, hein, avec l'arrivée des startups, voilà, ça permettra beaucoup plus hein, de donner un coup de pouce, d'accélérer, parce qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Yes. Euh, on a parlé de l'adoption, on a parlé des défis. Donc, on a dit, bah, c'est déjà l'éducation, un secteur où tu œuvres beaucoup. On a parlé aussi de la réglementation. Donc ça, voilà, la sécurité, parce que et ça va de pair aussi avec bah, l'éducation, pour que les gens soient capables en fait de se Oui. défendre contre les arnaques, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Dernièrement, en fait, quelqu'un m'avait envoyé carrément un email qui était écrit. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, il peut se dire c'est Google en fait qui m'a écrit. Et c'était écrit dedans Google lance sa Ouais, nouvelle crypto-monnaie qui va dépasser Bitcoin. ouais, ces gars-là, Qu'est-ce que qu'est-ce que ces c'est que gars-là ça? ils sont encore là-bas. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et je te jure, ça pilule, mais tous les jours, tu entends ça. Et quand c'est pas ça, c'est des plateformes qui te disent oui, moi j'ai une nouvelle solution pour. J'ai trouvé la nouvelle crypto pépite en fait qui va faire fois 1000 en fait en deux Ouais, semaines. ça, même aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein, les gens, en fait, c'est ça aujourd'hui ça me chagrine quand je vois des jeunes frères hein, tomber sur ces trucs qu'on peut encore comprendre, hein, que les mêmes coins ou bien n'importe quoi qui sortent sont devenus des alternatives de devenir millionnaires. Ouais. Oui, parce que les gens sont Je me un dis peu qu'on n'a pas désespérés encore fait un aussi. grand parcours. Je me dis qu'on n'a pas encore fait un grand parcours hein, parce que depuis 2018, on essaie d'en parler. On en parle chaque jour. Et ce qui est le mal, quelqu'un est là, tu lui parles, tu l'éduques dans ce sens. Il quitte là, il va faire le contraire. Ah, parce qu'il s'est dit, ouais, mais lui, il ne veut pas mon bien. Voilà, c'est ça. Il se dit que c'est toi en fait qui veux l'arnaquer. Alors, Et effectivement, on lui a dit, c'est ça. Donc, c'est aujourd'hui, on a encore beaucoup plus. C'est pour ça que moi, qu'on m'excuse, hein, que les gens aussi m'excusent, ceux qui peut-être qui ont l'habitude de me contacter et qui voient que je suis à parfois fermé. Lorsque je rencontre un jeune qui dit je suis crypto-enthousiaste et dans ses publications, je vois qu'il a des appels à l'investissement, des ouais. appels à pépites, quoi, automatiquement, je le raye de ma liste. J'essaie d'abord de le contacter, de le faire comprendre. Mais quand il est conduit, je le raye de ma liste parce que je me dis, on devrait beaucoup plus éduquer que de devenir ce qu'on appelle des bourreaux de nos peuples. Et la plupart de ces jeunes sont le pourquoi beaucoup de jeunes considèrent encore les cryptos comme des arnaques. Parce que naturellement, 90% sont des arnaques. Quand 90% n'ont pas d'utilité, mais il faudrait que les Tout gens, à fait. comme nous, comme d'autres personnes, puissent quand même leur faire comprendre que de ne pas le faire, et ça permettra de et comme j'ai l'habitude de le dire, hein, Elodie, ça fait aujourd'hui, hein, depuis 6 mois environ, je ne me suis jamais levé un matin pour aller regarder quel est le cours d'une crypto-monnaie, quel est le nom. Mais dis donc, c'est difficile. C'est vrai, j'ai un portefeuille assez fourni, j'ai au moins 4. J'ai le Bitcoin, après le Bitcoin, j'ai 4 altcoins qui sont là. Mais à aucun moment, je me suis inquiété pour aller regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà, parce que Parce tu que c'est sais des que tu choses es en allé sur des trucs solides. ouais, je n'ai pas peur. En fait, je n'ai pas peur. Voilà. J'ai des stablecoins qui sont là. Les stablecoins, c'est pour moi-même, c'est pour mes utilisations lorsque j'ai envie. Mais le reste des trucs, c'est pour un but donné.
Par exemple, j'ai du BNB. Le BNB, aujourd'hui, je me fais de l'argent grâce à ça sur Binance parce que lorsque les launch pools sont lancés, j'essaie quand même de participer, ce qu'on appelle, c'est comme des ICO, j'essaie de participer. Au moins, j'en gagne, hein, que ce soit 500, 1000 dollars, un peu partout. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une utilité. Le Bitcoin, il est là, on sait comment ça se passe. Nous, on en a acquis, hein, lorsqu'on a vu le Bitcoin à 16 000, on en a acheté un peu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que c'est à 85 000 que ça va nous faire peur. C'est pas parce que c'est à 100 000 que c'est revenu à 100 000, c'est revenu à 84 000. Ça ne nous fera pas peur. On a subi ce qu'on appelle 2021, on a subi le plus grand FOMO, imagine de 50 000 à 15 000. Mais en même temps, horrible. On a vu Solana décoller à 8 dollars. Dis donc, qu'est-ce qu'on apprend encore C'est clair. Donc, du coup, en fait, je n'ai même pas le temps chaque matin de vérifier mon portefeuille, je n'ai pas ce temps. Le temps que j'ai beaucoup plus, c'est de voir quelles transactions j'ai en cours, qui je peux aider, quelle facture il faut payer, voilà, quel pays me reçoit, qui il faut le faire. Et aujourd'hui, c'est l'éducation, le business, et c'est ça. Et beaucoup plus des solutions, parce que des solutions, j'en ai toujours. Et je suis consultant, donc il y a des projets qui me contactent chaque jour pour des calls. Après, je voyage pour le Burkina. Il y a je voyage dans le cadre de services de consultation de certaines. Donc, c'est ça aujourd'hui que mon vécu quotidien. Ouais. Plutôt que de rester là à regarder en disant oh, le Bitcoin a perdu 5%, oh, il a perdu 10%, oh, c'est la fin du monde. Ouais. Ouais, c'est de la lac. Ouais, pourquoi ça diminue? Ouais, on n'est plus là. On n'est plus là. Nous, on est à un niveau, où on dit, hein, on est devenu en fait des sachants. Les cryptos ne sont plus pour nous un moyen d'investissement, non, c'est des alternatives. Et aujourd'hui, ça, je le dis, hein, si je travaille avec la banque, c'est peut-être pour recevoir une commande directement. Mais moi, mon agent personnel, je sais là où ça se trouve. Ouais, donc tu es, on va dire, un monsieur finance décentralisé, donc la DeFi. Ouais. J'ai envie de 500 000 francs, j'ai envie de 200 000 francs, je fais directement, j'envoie sur Binance. Voilà, je le change, je récupère sur mon portefeuille, truc là, ou bien il y a des alternatives comme EasyChange qui sont là, que les gens utilisent. Hein, parce qu'à CryptoPay, on a d'abord fermé pour pouvoir restructurer. Sinon, avant, je mettais un ordre sur CryptoPay, automatiquement, quelqu'un m'en achète. Je récupère l'argent et je continue ma vie. Mais avec une banque, c'est difficile. Il faut aller s'aligner. Ouais, il y a même certains niveaux qu'on ne peut pas prendre, ça devient un problème encore très problématique. C'est vrai, mais là, effectivement, tu passes sur une partie que je trouve assez intéressante et où je me suis souvent posé la question en fait de la DeFi. Là, je suis en formation DeFi chez Alira. Et en fait, moi, quand je vois la DeFi, je ne peux pas m'empêcher de se dire, mais oui, effectivement, c'est une solution pour certains pays africains où le bancaire, en fait, est compliqué. C'est vrai que moi, dans la DeFi, il y a le côté manipulation du wallet. Et moi, à chaque fois que je manipule un wallet, je me dis, mais ça, tu donnes ça à une mamie, en fait, une tata qui vend sur le marché. C'est pas possible. Elle va perdre ses clés privées. Ça va être un bazar. Donc, effectivement, s'il y a des solutions qui permettent de simplifier, en fait, l'accès à la DeFi, tout de suite, tu te dis, bon, la DeFi, c'est un moyen aussi de pouvoir aider les personnes non bancarisées. Et puis même, on peut faire des prêts et emprunts en fait, directement en fait, avec la DeFi. Donc, ça devient une alternative qui est trop intéressante. Je te fais une confidence et que je te le dis aujourd'hui. Le côté CryptoPay, il y a une DeFi qui est mise en place avec un pool de liquidité, monnaie locale et stablecoin. Qu'on est en train de réfléchir comment le faire. Parce que du coup, voilà. Donc, c'est pour dire qu'en fait, on est en train d'y penser. C'est vrai, c'est un peu difficile parce que pour ce genre de projet, il faut avoir du financement. Malheureusement, jusqu'à l'heure, la CryptoPay n'a pas encore un financement. Je l'ai bootstrapé, j'ai bootstrapé CryptoPay sur fonds personnels. C'est vrai qu'au début, il y a des gens qui m'ont rapproché, qui ont voulu en savoir beaucoup plus, qui ont voulu investir. Mais déjà, moi, quand tu viens chez moi, quand tu veux investir, je te dis, voilà ma vision, voilà là où je vais. Il y a certaines choses que je n'accepterai pas. Mais si tu sais que tu vas me les amener, c'est mieux que tu gardes ton argent. Je ferai ce qu'on appelle mon culpa en attendant que je ne puisse trouver quelqu'un qui acceptera. Parce que je me dis, il ne servira à rien de mettre un produit en place qui va beaucoup plus arriérer, qui va beaucoup plus venir encore alourdir le problème qui est là. Donc, notre problème est beaucoup plus
c'est pourquoi pas, lorsqu'il y aura lorsqu'il y aura beaucoup plus en tout cas, mettre en place ce qu'on appelle des ICFA, et ces ICFA dans des poules de liquidité permettront directement, hein, avec des smart contracts, d'échanger des ICFA contre des stablecoins ou bien d'autres monnaies déjà disponibles, et ça permettra de créer ce qu'on appelle des poules de liquidité. Même s'il faut dire que aussi, hein, on est, hein, l'éducation en Afrique n'est pas encore, surtout avec les cas de problèmes. Hein, la DeFi, j'ai l'habitude de dire un problème. La DeFi, c'est pas pour n'importe qui. Oui, justement ce que je disais, c'est que voilà, c'est ça. Pour interagir avec la DeFi, ouais. Il faut avoir des outils bien millimétrés. Il faut, même pour moi, je le dis, j'avais en 2022 où nous, on était devenus, je le disais aux gens, tu as un smart contract où tu dois générer, prends la peine d'abord de voir le protocole, d'aller vérifier réellement si c'est les vraies informations, parce que une fois que tu as donné ton accord, ah ouais, tu as vendu ton âme au diable. C'est fini. Tu as signé la transaction, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Celui qui veut t'avoir, il t'a automatiquement. Voilà, et sans oublier, hein, aujourd'hui, voilà, sans oublier qu'aujourd'hui, quand on prend les cas, la plupart des cas de vol et d'arnaque qui ont eu lieu dans ce domaine, c'est la DeFi qui l'a prouvé. Ça veut dire que quelque part, il nous faut avoir assez de ressources, de bonnes ressources, beaucoup plus. Et pourquoi pas, ça permettra. Et déjà, le fait que ça soit une alternative avec des monnaies locales, avec des trucs locaux, ça permettra déjà de beaucoup plus limiter, parce que ça permettra de circonscrire ce qu'on appelle beaucoup plus les wallets. Ce n'est pas directement des produits blockchain en tant que tel. Donc, ça nous permettra déjà de circonscrire même des cas de vol et tout ça là, et de créer ce qu'on appelle des CBDC, mais beaucoup plus pour faciliter. Même si, côté décentralisation, moi, ça ne me dit pas beaucoup plus, mais à un moment donné, pour protéger l'investisseur, s'il faut mettre des alternatives en place. Mais je le dis, personnellement, des solutions semi-décentralisées, je ne suis pas pour. Ouais. Malheureusement, aussi que les solutions décentralisées ont leurs conséquences qui sont là, qui n'est pas facile. Parce que lorsque tu te prends une patate, c'est impossible de revenir en arrière et ça devient une gangrène. C'est fini. Parce qu'on a vu même des grands comme ça, comme Bybit, une fois que les Ethers ils sont partis dans la nature, c'était fini. Hein. Je te prends un exemple qui s'est passé en 2022. Il voulait swap, dit bon, il y a une petite monnaie qui est sortie, quelqu'un l'a contacté pour dire ah ouais, je peux t'aider à acheter, je t'envoie le lien du smart contract, du DEX, tu te connectes, tu swaps. Ouais. Il avait quelque chose de 15 millions, hein, même les grands sachants, même avec des multisites. En ce moment même, il a cliqué. C'est en ce moment qu'il a su que ça n'allait pas. Parce que quand il est revenu sur son portefeuille, il a vu ces crypto-monnaies en train d'être transférées des portefeuilles qu'il ne pouvait pas arrêter. Ah oui, tu ne peux pas. Il suivait sa transaction. Mais comment il va faire? Il ne peut rien parce que sous l'effet de la panique, tu n'as pas de portefeuille, tu n'as pas de portefeuille, tu n'as pas un ami à qui écrire, donne-moi ton portefeuille. C'est difficile. C'est fini. Ah là 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 là. Et puis la pression d'un coup. Il se voit dépouillé, mais la pression qui est là ne l'empêche même pas de faire. Et le gars lui écrit, le gars le tag encore directement parce que malheureusement. Donc, en fait, c'est ça aujourd'hui qui est beaucoup plus de la problématique qui est là pour la DeFi. Mais il faudrait qu'on puisse trouver des solutions à l'africaine, des solutions qui permettraient beaucoup plus de circoncilier, qui seront beaucoup plus aussi réglementées dans un cadre assez local. Ça permettra en quelque sorte de protéger et pourquoi pas de mettre en place une utilisation bien concrète. Ouais. Mais moi, ça me fait penser, je me disais justement pour les cas d'usage concrets, tu me diras ce que tu en penses, il y a des banques qui proposent par exemple en fait, aux gens d'avoir des microcrédits. Je me dis la DeFi en fait peut être aussi un moyen pour ces banques-là, parce que souvent c'est des petites banques en fait locales, d'accéder aussi à des capitaux en fait étrangers et d'être un peu comment dirais-je, le tampon entre les utilisateurs finaux qui, je pense, peut-être pour 99% d'entre eux vont se faire avoir en fait s'ils vont directement sur la DeFi et on va dire les protocoles en fait de DeFi qui peuvent être compliqués pour monsieur et madame tout le monde. Donc peut-être que les banques
certains types de banques en fait peuvent aussi se mettre à la DeFi, mais pour avoir accès en fait à des capitaux et permettre en fait de proposer des prêts avec des intérêts qui sont moins élevés, où l'argent est disponible en fait tout de suite pour voilà, une solution en fait comme un relais quoi. Oui, en fait, pour les banques, ça peut être possible parce que déjà, eux, ils ont des ressources. Ils ont déjà une capacité légale et d'existence. Il y a une confiance qui sont là. Mais je crois que pour les acteurs, c'est un peu difficile parce que le collatéral, d'abord, le seul pourquoi ils viennent vers la banque, c'est le collatéral, il n'entend pas. Parce que Voilà, c'est ça. dans la DeFi, il faudrait que le collatéral, ce qui est aujourd'hui, hein, le collatéral d'abord beaucoup plus dépassé. Et c'est là où ça sera bon. Il faut comprendre qu'ils peuvent y aller lorsqu'on peut mettre des solutions alternatives, même hein, avec aujourd'hui beaucoup d'outils qui sont là, qui peuvent y aller. Mais en Afrique, c'est encore beaucoup plus difficile. Les entités juridiques peuvent le mettre en place, mais il faudrait déjà que ce qu'on appelle la BCAO l'accepte, parce que c'est elle qui réglemente tout, même ces instituts de microfinance financière. Et donc, de l'autre, c'est un peu difficile. Mais les acteurs, hein, on peut le mettre en place, mais avec une peur assez palpable, parce qu'on se dit toujours en Afrique, on n'a pas encore un système d'abord, un système d'identité bien en place, un système de contrôle bien défini. Et la plupart des acteurs de l'État qui ont mis en place des trucs de microfinance ont été tués par les prêteurs qui prêtent, qui refusent de payer après, et ça devient un problème pour tout le monde. Effectivement, c'est assez compliqué. En tout cas, Sabi, on arrive un peu à la fin en fait de notre interview, mais avant de partir quand même, je voulais parler de Bénin Université Blockchain Tour parce que je sais, on en a parlé en fait lors d'une interview sur 10 000 codeurs, tu l'avais présenté, etc. Moi, j'ai trouvé ça tellement génial. Donc, j'ai envie que tu en reparles aussi pour mes auditeurs parce que je trouve que c'est un projet qui est quand même assez impressionnant. Oui, hein, et Beniversi Blockchain, c'est un projet assez impressionnant. Et je crois qu'aujourd'hui, on a signé Sorted qui est une solution wallet backée par Tether, avec une somme en partenariat déjà qui est venu sur le qui est venu. Et il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont dedans. Beniversi Blockchain, c'est une alternative d'éducation qui permettra de circuler dans. Aujourd'hui, on a déjà, je crois que je viens de voir le point de mon équipe, 12 universités, wow. Du nord au centre, au sud, 12 universités. Et notre mission, c'est de parcourir au moins 200 par université, sans oublier les autres qui seront là. Ça veut dire qu'on est en mesure d'aller jusqu'à 20 000 éduqués. D'abord, faire une épopée de la blockchain et des crypto-monnaies, leur utilisation, faire une historique de ça. Aller sur l'utilisation, parce que j'ai l'habitude de dire, hein, la blockchain n'est pas toujours crypto. La blockchain est aussi solution alternative. Et on mettra en place quand même à parler aux gens. On parlera emploi. Parce que ce que ces jeunes ne comprennent pas, qui sont peut-être en train d'étudier, ne savent pas que aujourd'hui, la preuve, Elodie est là. Elodie est développeuse, blockchain, DeFi aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, une connaissance qui est là. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une reconversion qui est là. Donc, il faudrait les amener à faire ce qu'on appelle une reconversion. Et c'est pourquoi, lorsque 10 000 codeurs nous abordaient pour nous accompagner, on s'est dit, c'est aussi un moment assez privilégié d'amener ces étudiants à venir à 10 000 codeurs pour les aider quand même à avoir ce qu'on appelle ce privilège. Et j'ai vu ton tweet quand tu disais Doumbia et un autre immaculé qui intègre ce qu'on appelle Alira. Femi, ouais. Voilà. Femi, c'est beaucoup de trucs. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, aujourd'hui, notre vision qui est là, c'est éduquer, mettre en place ce qu'on appelle des clubs blockchain dans cette université. Et ces clubs blockchain nous permettront quand même d'apporter des ressources à chaque fois, d'éduquer, de les amener à comprendre qu'aujourd'hui, on peut devenir développeur blockchain et travailler de sa maison parce que les demandes sont assez énormes. On peut devenir community manager blockchain pour gérer ce qu'on appelle les communautés, que ce soit sur les différentes formes. On peut devenir designer, on peut devenir architecte, blockchain architecte, on peut devenir sécurité. Il y a beaucoup de data analystes concentrés blockchain aujourd'hui qui sont là. Et quand on va aujourd'hui sur LinkedIn, quand on va aujourd'hui sur on voit déjà une évolution de plus de 1000%
hein, de tout ce qui est fonction dans ce domaine. Donc, ça permettra déjà d'apporter ce qu'on appelle des ressources et une connaissance à ceux-là et d'y aller directement. Donc, l'université Blockchain Tool, c'est plus de 10 universités, plus de 20 000 étudiants qui seront directement impactés, plus de 3 000 à 4 000 qui seront directement formés. Et ça nous permettra aussi d'organiser le prochain qui est qu'on appelle un hackathon qu'on est en train de qui viendra en août pour commémorer Bénin Blockchain Tool. Ça permettra de permettre à ces étudiants voilà, de les aider avec des solutions qui, pourquoi pas, on aura des incubateurs qu'on va y amener et qui permettront quand même de choper ce qu'on appelle des solutions et y amener. Donc, voilà ce que c'est que Bénin Blockchain Tool. Aujourd'hui, on est déjà à 12 partenaires. Donc, ça veut dire que c'est vraiment énorme. 12 partenaires, et voilà, c'est énorme. Et on a eu quand même, on a été reçu par le ministère du numérique et de la digitalisation du Bénin. Et voilà, et un projet qui est très, très ambitieux. Et Blockchain Tool va se mettre en place. On finit Blockchain Tool, on entame avec un hackathon. Après le hackathon, ça sera Bénin Tool, ça permettra beaucoup plus d'aller vers des zones déconcentrées pour apporter ce qu'on appelle des solutions d'utilisation terre à terre. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je dirais à ces jeunes, envoyez-nous une utilisation des cryptos où on peut le faire par USD. Ça permettra à nos jeunes mamans directement de dire j'ai 5 000 francs, je peux le convertir en USD et en USDT. Ça me permettra qu'on ne me vole pas directement. Et ce USDT, je peux l'envoyer à quelqu'un de lambda de l'autre côté. Donc, ça permettra ce qu'on appelle des utilisations directes et ça permettra d'accepter. Parce que lorsque M-Pesa pensait, le Kenya mettait en place le mobile money, on ne pensait pas qu'aujourd'hui, le mobile money a transcendé et je crois que leur utilisation dépasse les 70 à 80% de la population en Afrique francophone. Donc, c'est notre plus grande volonté. C'est un moyen privilégié. Privilégié. Voilà. En tout cas, super. Merci beaucoup, Sabi, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. C'est vraiment top et je pense que voilà, je serai obligée de te réinviter encore parce que après Blockchain Bénin Université Tour, je suis sûre qu'il y en aura dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Mali et tout ça. Donc, effectivement. Voilà. Au Cameroun, les gens m'écrivent déjà. En Côte d'Ivoire, les gens m'écrivent déjà. Au Congo, les gens m'écrivent déjà. Et je crois qu'avec les acteurs de ces pays, on est en train de penser et voilà, d'y aller. Voilà, en tout cas, ça va être génial et moi, je suis très heureuse d'y participer en fait à travers 10 000 codeurs, d'un point de vue personnel aussi et parce que faut y aller en fait la technologie au-delà du fait que nous on aime cette technologie parce qu'on trouve ça bien, ça a un réel impact et ça permet d'apporter des solutions à des problèmes concrets. Donc, moi, je ne peux que t'encourager dans ce que tu fais parce que ça passe aussi. Merci beaucoup. Hein. Et merci aussi, Elodie. Merci pour tout ce que tu fais aussi. Hein, parce que, comme je l'avais dit, Elodie, elle est une battante. Elodie, elle est une pionnière et aujourd'hui, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment grandiose. Et moi, je ne peux que te féliciter. Continuons. Et moi, j'ai l'habitude de le dire, hein, lorsqu'il s'agira d'éduquer, ma disponibilité ne se négociera pas parce que c'est la seule chose que je peux apporter. Voilà, apporter l'information, éduquer. Aujourd'hui, c'est ça qui nous permettra, voilà. En tout cas, ouais, d'avancer. Donc, il n'y a pas de problème. Ce sera avec fierté que je reviendrai toujours. Ça marche. Un dernier élément avant de partir, des ressources pour les débutants. Quelqu'un qui se dit, ah, j'ai regardé, j'ai vu Elodie et Sabi, ce qu'ils disaient, c'était bien, je ne comprenais pas tout, mais je veux commencer par, depuis la base de la base, quelles sont les ressources que tu préconises aux gens pour commencer? Aujourd'hui, en matière de ressources, il y a ce qu'on appelle déjà Binance qui a une plateforme d'éducation directe. Voilà, on appelle Binance Academy. Binance Academy aujourd'hui a des ressources assez fournies. Je dis, tu rentres dedans, tu trouveras toutes les ressources disponibles pour te former. Gratuitement, je dis. BABA, il y a les niveaux débutants, il y a les niveaux master. De deux, lorsqu'on va sur LinkedIn, il y a des ressources. Il y a, par exemple, à 10 000 codeurs, on a un groupe. Adhérer à 10 000 codeurs, on a un groupe qu'on appelle Blockchain Group de 10 000 codeurs où
Chaque dimanche, on décrète ce qu'on appelle l'actualité des crypto-monnaies. On instruit, on fait ce qu'on appelle des revues, on éduque, et après, on passe ce qu'on appelle la vérification si les gens ont réellement une connaissance dans ce. Donc, ça veut dire qu'il y a des et de deux. Et il y a certains, moi je dis, évitez d'aller sur YouTube, taper comment investir. Ça ne vous servira à rien parce que la plupart de ces personnes qui sont sur YouTube sont là pour des vues. Ils ne font que vous parler de ce qu'ils en vous que vous parlez, mais la plupart derrière n'ont aucune solution qu'ils proposent à part vous envoyer vers des solutions un peu trop. Et il y a aussi aujourd'hui ChatGPT qui est là. Voilà. Il y a ChatGPT qui est là, qui est aujourd'hui un pourvoyeur. Allez taper qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, qu'est-ce que Bitcoin, comment acheter du Bitcoin, comment prendre des portefeuilles. Il y a de ces questions qu'on peut poser directement et avoir des questions alternatives. Et aussi des masterclass. La preuve, les masterclass que nous, on organise à Cotonou, on sera dans les universités de Cotonou, on sera par exemple, on sera à ISM Adunai à Porto-Novo, on sera à la NIAM à Cotonou, on sera à Djara, au Kuya, on sera à Parakou, à ISM Adunai, à Isaïe, à HCM, on sera à Calavi, à Ifri, on sera, comment dit-on, à Lokosa. Donc, ça veut dire qu'au cours de ces événements, si vous êtes dans ces zones et que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie vous pouvez venir, ça permettra aussi de comprendre. Et beaucoup plus, de suivre les actualités, parce que l'actualité nous permet aujourd'hui d'éduquer. Et moi, je dis toujours, les crypto-monnaies sont autre chose que sauf l'investissement. Ouais. C'est ma vision, moi, c'est ce que je dis personnellement, me conseille que personnellement. Évitez d'aller vers l'investissement, utilisez-les pour leurs solutions alternatives, pour ce qui vous apporte. Et surtout, ayez une idée, ce qu'on appelle beaucoup plus des solutions, créer des solutions, que ce que vous l'utilisez soit une solution pour vous, mais pas pour devenir riche. L'investissement, c'est pour des gens qui sont sachants. Et lorsque vous ne savez pas, vous cassez la gueule. Et je défie quiconque qui est rentré dans l'investissement qui n'a jamais perdu. La preuve, la dernière fois, la dégringolade du Bitcoin du 100 000 à 85 000 a fait quand même plus de 90% de liquidation. Donc, les personnes ont été liquidées, des gens ont perdu de l'argent. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas pour n'importe qui. Ceux qui vont vous appeler pour ce genre de choses ne sont pas des gens qui vous aiment, mais des gens qui veulent vous utiliser pour atteindre leurs objectifs. Vous vendre ce qu'on appelle des mots et récupérer derrière l'argent, vous allez casser la gueule. Exactement. Vous devenez leur, comme on dit, les exit liquidity. Yes. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sabi. Où est-ce qu'on peut te suivre pour ceux qui veulent directement, beaucoup plus sur LinkedIn. Sabi Yarosika Orungobi sur LinkedIn. On peut me suivre aussi sur Twitter. Sur Twitter, c'est Bigon6 beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est les deux réseaux que je mets aujourd'hui, que j'utilise beaucoup plus. LinkedIn et Twitter, qui sont les deux réseaux que j'utilise beaucoup plus pour communiquer. Voilà. Donc, LinkedIn, c'est Orungobi Sabi Yarosika. Twitter, c'est Bigon6. C'est le prénom que tout le monde me connaît sur Twitter. C'est aussi, voilà. Donc, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sabi. Merci beaucoup pour ton temps, pour toute la valeur que tu as. Merci à toi. Voilà. Et on se retrouve bientôt. Le plaisir à partager avec vous. Merci. Ciao.